1996, M. Osvaldo a été, donc, il a remporté une victoire dans la circonscription de Bourassa, défaisant de Nicodère. Donc, merci d'être avec nous. Également, j'aimerais souligner la présence de M. Dorion, qui a été président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Merci d'être avec nous, M. Dorion. Et député du Bloc québécois, effectivement. Merci, Pierre. Alors, donc, j'invite maintenant M. Pierre Serré à faire sa présentation et ensuite Marcella Valdivia. Et donc, nous allons écouter leur présentation et ensuite nous allons procéder avec un échange et questions avec l'auditoire. Donc, M. Serré, à vous. Merci. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Est-ce qu'on m'entend? Je suis pas sûr. Hein? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Ouais. Bon. Alors, je vais aborder les choses plus du point de vue d'un politologue. D'un politologue qui a étudié le comportement électoral des différentes communautés, qui a étudié aussi l'impact du mode de scrutin, l'interaction en fait entre les différentes communautés francophones et globalement les non-francophones. Je voudrais quand même commencer au départ avec une petite définition. En fait, quand on m'a appelé pour venir ici, on parlait d'une analyse en fait des Québécois issus de l'immigration, puis d'une actualisation en fait de l'immigration, des Québécois issus de l'immigration et de l'indépendance. Donc, par Québécois, tout simplement la définition que j'utilise, c'est celle qu'utilise en fait le directeur général des élections. Il suffit d'être un résident du Québec, un citoyen canadien, puis un résident du Québec depuis 2 ans. Pour un immigrant, il suffit d'être effectivement de satisfaire ces 2 conditions-là. Donc, j'utilise cette définition-là pour ce qui est des résidents, des résidents permanents qui ont été sélectionnés et admis sur le territoire. Bon, la différence, en fait, avec un citoyen, c'est le droit de vote. Alors, pour moi, la différence est fondamentale parce que je parle de comportement électoral. Alors, en principe, ceux qui ont le droit de vote, ceux qui n'ont pas le droit de vote, ça fait une grande différence. Et l'autre chose, on parle de Québécois issus d'immigration. Alors, on réfère ici habituellement à la première génération, à la deuxième génération. Et là, j'en prends la définition de Statistique Canada. Première génération, ceux qui sont nés à l'étranger. Deuxième génération, ceux dont au moins un des parents est né à l'étranger. Et troisième génération, ceux dont les 2 parents sont nés ici au Canada et leurs grands-parents. En fait, ça peut remonter finalement assez loin là, dans le temps. Donc, par issue de l'immigration, ce qui était intéressant pour les études que j'ai menées, c'était de mesurer le poids que pouvaient avoir les gens qui étaient nés à l'étranger et le comportement, le poids électoral aussi de leurs enfants de la première génération qui était, pas la première, la deuxième génération finalement qui est née ici et puis qui a connu un chemin tout à fait différent par rapport à la première génération. Alors, je vais essayer d'aller rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais discuter. Mais la première chose, en fait, ça rapporte à M. Godet, à la vision de M. Godet. Alors, tout simplement pour dire que c'est une vision qui est, à mon sens, qui est empreinte de générosité, qui fixe la nécessité morale de l'immigration pour pouvoir accéder à l'état d'ouverture sur l'autre. Je pense que M. Vieira a assez bien décrit comment M. Godin voyait les choses, surtout au début, j'imagine. Et sa pensée a évolué, comme vous avez dit par la suite. Donc, mais pour moi, je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça pour le moment. Simplement pour dire que l'État du Québec a essayé de réaliser cette ouverture-là, à travers
question d'immigration, à travers les volumes d'immigration, à travers ses politiques, notamment les politiques de réunification familiale et ses engagements internationaux à l'égard des réfugiés publics, alors ceux que le Québec va chercher année après année pour les amener sur son territoire, donc ceux qu'il va parrainer puis installer dans les diverses régions du Québec. On parle, bon, ceci étant dit, on parle beaucoup d'immigration au Québec en regard avec le déclin démographique. Donc, je garde toujours en tête cette idée de Godin, de générosité, d'ouverture. Alors, on parle aussi, c'est rajouté donc à ces thèmes-là développés par Godin, le thème du déclin démographique et du recours à l'immigration pour tenter d'infléchir l'évolution démographique du Québec. Alors, dans ma vie, j'ai aussi été fonctionnaire au ministère de l'Immigration pendant 7 ans. J'ai eu l'occasion aussi d'étudier ces questions-là au ministère. Et on avait calculé, des collègues et moi-même aussi, que pour contrer un bilan démographique négatif, commencé vers la fin des années 60, début des années 70, jusqu'en 2000, c'était comme s'il manquait 800 000 personnes dans les berceaux ou dans les migrations internationales ou interprovinciales. 800 000 personnes en 30 ans. Et si on rajoutait, on examinait la période suivante, les 40 années qui devaient suivre, on parlait d'un autre 600 000 qui allait manquer. Au total, on parle de 1,4 million de personnes en 70 ans qui allaient éventuellement manquer au Québec. Donc, on suit une tendance à l'augmentation. Éventuellement, on va connaître 30 ans plus tard, 60 ans plus tard, l'effet du début, l'effet de ces indicateurs-là qui ont été mis, qui ont atteint, disons, une valeur négative à partir des années 70. Ça n'a pas de valeur scientifique auprès des démographes, mais mettons que pour faire comprendre ce qui s'est passé déjà depuis 70, ce qui va se passer dans les décennies à venir, ça aide de comprendre que avant qu'on puisse agir là-dessus, il va falloir qu'on augmente les volumes d'immigration beaucoup plus que ce qu'on a à l'heure actuelle. Alors, on avait calculé pour s'amuser que ça nous prendrait aux alentours de 85 000 immigrants par année pendant 25 ans pour éviter le déclin démographique. Ça, c'est à l'échelle du Québec. Ça n'allait pas empêcher certaines régions du Québec de connaître un déclin démographique parce que, tout simplement, l'immigration se concentre à la région de Montréal. Et on n'a pas de levier pour implanter, en dehors des réfugiés publics, on n'a pas de levier pour les implanter dans les régions qu'on aimerait, disons, aider, de leur donner un petit coup de pouce au plan démographique. En fait, si on voulait que toutes les régions du Québec ne connaissent pas de déclin démographique, il faudrait atteindre l'équivalent d'à peu près 1 million d'immigrants par année au Québec pendant 30-40 ans. Et vous voyez que c'est complètement impossible, c'est totalement fou. À l'heure actuelle, on a à peu près 50-55 000 immigrants par année. Et ça prendrait peut-être 85 000 immigrants par année pendant 25 ans et 25 ans à venir pour éviter la question du déclin, pour éviter le déclin démographique. Alors, alors cela étant dit, les immigrés et l'indépendance, comme disait M. Godin, on ne pensait pas faire l'indépendance avec eux. On a vu en 1995 aussi Parizeau que lorsqu'il a eu le résultat qui lui a été communiqué, il a fait sa déclaration sur l'argent et les votes ethniques qui ont battu la volonté des francophones. C'est ça qui s'est passé. Et j'ai entendu aussi par la suite M. Parizeau répéter qu'on peut éventuellement gagner sans avoir les immigrants de notre côté. Bon, tout ça, c'est parler sans tenir compte des chiffres, des nombres. On a attendez, je ne sais pas si je devance. Enfin, le discours a tendance à ne pas voir de lien entre les volumes d'immigration
qu'on reçoit pendant un certain nombre d'années, l'intégration linguistique qui vient avec ça, puis les perspectives politiques qui sont associées à ça. Je vais revenir un petit peu là-dessus. À la limite, le discours politique parle des sempiternelles classes de francisation qui sont pas assez nombreuses, le nombre d'heures n'est pas assez important. On parle de mesures de francisation non coercitives la plupart du temps. On évoque à peu près rarement, en fait, le partage des ressources entre les réseaux français, d'institutions françaises et anglaises. On s'en tient donc finalement à l'impasse sur l'apartheid québécois, sur le fait qu'on a deux sociétés qui vivent en parallèle sur le même territoire. Bon. Alors, si on revient sur la question des volumes d'immigration, moi je suis convaincu que la question de l'ouverture à l'autre n'a aucun rapport avec les volumes d'immigration. On peut parfaitement avoir des volumes inférieurs à ceux qu'on a au Québec et être tout aussi ouvert à l'immigration que ce qu'on l'est actuellement. D'ailleurs, il faut dire que le Québec est une des rares places dans l'univers où on fait énormément, autant d'immigration, comme au Canada anglais dans certaines provinces, comme en Australie dans certains États. Mais en dehors de ça, tous les autres pays d'Europe à peu près font moins d'immigration que ce que nous, on connaît en Amérique du Nord, que ce que nous, on connaît même aux États-Unis. Ils connaissent moins d'immigration finalement que le Québec et certains États d'Australie. Est-ce qu'on doit parler pour autant de fermeture pour le reste de la planète? Moi, je vous laisse de juger de la chose. Bon. En fait, l'immigration, très souvent, on est en faveur de l'immigration dans la mesure où ça ne nous touche pas, dans la mesure où ce sont des gens qui vont rentrer, on vient travailler et qui vont nous servir. Les élites ne sont pas intéressés à faire rentrer des gens qui vont éventuellement les concurrencer sur le plan du marché du travail. Bon. Il faut dire aussi une autre petite chose que beaucoup de gens ne savent pas, ça me fait plaisir de vous le dire aussi, tout ce qui est religieux est adopté, est accepté, est admis au Québec en dérogation. Tout ce qui est imam, tout ce qui est prêtre, tout ce qui est rabbin, on est obligé de les accepter en tant qu'officier représentant le gouvernement du Québec. On n'avait absolument pas le choix de le faire. Et il fallait en plus accepter, sachant qu'il faisait très très loin, il n'y avait pas les points, il était loin de faire les points, et on devait les accepter en dérogation en disant ces gens-là représentent un plus pour la société québécoise et on doit absolument les faire entrer. C'était les recommandations qu'on devait faire. C'était toujours la même recommandation qu'on devait faire. On répétait les mêmes mots toutes les fois qu'on avait quelqu'un devant nous. D'ailleurs, tous ceux qui étaient candidats religieux comme ça savaient très bien qu'on n'avait pas le choix de les accepter. C'était dans l'ordre des choses. Donc. L'immigration n'est pas un remède pour échapper non plus au vieillissement de la population. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Des volumes élevés d'immigrants, ça ne signifie pas que ça va être facile d'absorber tous ces gens-là qui arrivent, s'ils sont très très nombreux. Ça peut être très difficile de les absorber sur le marché du travail. On a juste à penser à l'arrivée des baby boomers quand ils sont arrivés sur le marché du travail dans les années 70. Ça a créé beaucoup de perturbations au niveau de l'emploi. Puis à l'inverse, évidemment, une raréfaction de la main-d'œuvre, c'est synonyme d'augmentation des salaires de manière générale pour la main-d'œuvre. Bon. Et une chose aussi que tout le monde savait au ministère, il n'y a pas consensus parmi les études sur l'apport de l'immigration sur le plan économique. C'est-à-dire que
l'atmosphère qui vont produire, mais il y en a beaucoup qu'on n'accepte pas. Et ceux-là, beaucoup d'entre eux, on les a à charge. Donc, l'immigration, c'est des gens qu'on accepte, c'est des gens qu'on n'accepte pas. Et au global, on ne peut pas facilement dire, il n'y a pas de consensus parmi les études à l'effet que l'immigration, c'est synonyme, en fait, d'intégration et de production de richesse, de croissance économique. Évidemment, maintenir le poids du Québec au sein du Canada, c'était un autre objectif que le ministère avait. Et comme le Québec partage un pays, le Canada, à l'heure actuelle, avec l'Ontario, qui est un État déchaîné sous le plan de l'immigration, c'est l'État qui avait les volumes d'immigration les plus élevés dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, suivi de l'Alberta qui était numéro 2, la Californie était numéro 3, l'Alberta était 5e, nous on était 9e. Et on était devant des États qui comprenaient des villes comme Boston, Chicago, il y avait la Floride, il y avait le Texas. Donc il y avait New York, je crois, aussi là-dedans. Et on ne peut pas dire non plus à cet égard-là que le Québec avait une capacité d'intégration sur le plan linguistique qui était supérieure à ces États-là. Mais on était beaucoup plus, on avait des volumes d'immigration par habitant beaucoup plus élevés que ces États-là. Donc, maintenir le poids du Québec dans l'ensemble canadien, dans la mesure où on vit avec 3 provinces canadiennes qui sont déchaînées sur le plan de l'immigration, déchaînées au sens où les volumes sont très, très, très élevés. Dans le monde entier, je pense qu'il y a peut-être juste un État australien qui peut rivaliser avec ça. Bon, apparemment, ça semble illusoire pour le Québec de maintenir son poids à ce moment-là. Bon. Depuis 1995 jusqu'à 2013, jusqu'à aujourd'hui, on a à peu près 750 000 admissions au Québec. 750 000 admissions, à peu près 41 000 depuis dans l'après-référendum de 1995, ce qui est à peu près la moitié de plus que ce qu'il y avait dans la période précédente, 79-95. La moyenne depuis 1996 à 2012-2013, on parle de 41-42 000 admissions annuelles. À 85% de langue maternelle autre que française, 15% langue maternelle, 14-15% langue maternelle française, 3-4% langue maternelle anglaise. Alors, il était évident que le mur auquel les Québécois indépendantistes font face a pris de l'ampleur depuis 1995. Pour ce qui est des substitutions linguistiques, qu'on appelle aussi des transferts linguistiques, ça prend 9 transferts linguistiques sur 10 pour maintenir le poids du Québec, le poids des francophones par rapport aux anglophones au Québec. En deçà de ça, le poids du français diminue. C'est sûr, évidemment, simplement avec les admissions, les volumes d'admission qu'on a connus, le poids du français baisse tout simplement. C'est tout à fait... on ne peut pas l'éviter, c'est inévitable. Mais si en plus, les substitutions linguistiques qui se font vers le français ou vers l'anglais n'atteignent pas le 9 sur 10, évidemment, le déclin du poids du français va aller aussi en augmentant. D'ailleurs, les immigrés anglophones, ou ceux qui ont anglicisé leurs enfants à la naissance, qui ont été obligés de fréquenter l'école française primaire et secondaire, leur proportion de transfert vers le français varie entre 0 et 5%, tel qu'on l'a mesuré au recensement de 1996, recensement de 2001, recensement de 2006. Quelqu'un qui est élevé en anglais ici, même s'il doit fréquenter l'école française, par obligation, n'a pas de transfert vers le français.
français n'a pas décliné au cours des, mettons, 50 dernières années, c'est largement à cause des migrations interprovinciales. Le sol migratoire du Québec face aux autres provinces est extrêmement lourd et composé massivement d'anglophones. Si tous ces anglophones-là étaient demeurés au Québec, la proportion de francophones au Québec aurait baissé de 3, 4, 5 je ne veux pas les chiffres exacts. C'est évident que le seul fait qui explique que le français n'a pas baissé, ce sont les migrations interprovinciales. Évidemment, c'est un gaspillage épouvantable parce qu'on les forme ici, puis quand ils sont prêts à produire, ils décollent. On ne peut pas se réjouir d'une chose pareille. On dit que les francophones, maintenant, sont désormais au contrôle de leur économie. On dit que les francophones bilingues ont accédé maintenant à des revenus supérieurs à ceux des anglophones bilingues et des anglophones unilingues. Loin derrière se retrouvent les francophones unilingues, tout près des allophones zérolingues, qui parlent ni l'une ni l'autre. Mais là, il faut comprendre de quoi qu'on parle. La communauté francophone demeure moins instruite que la communauté anglophone. Elle demeure plus concentrée dans les industries et les professions inférieures. Et les immigrants qui sont sélectionnés par le ministère de l'Immigration ont eux aussi les mêmes caractéristiques en dehors de la scolarité. Ils ont des salaires inférieurs, ils ont des taux de chômage plus élevés, ils ont des taux de prestataires de la sécurité du revenu qui sont plus élevés. Alors, en matière de politique d'immigration, il y en a qui parlent d'échec, politique d'immigration, politique d'intégration, il y en a qui parlent d'échec, puis qui disent vivement qu'on mette la hache dans les critères de sélection des immigrants, puisque de toute façon, ce que ça nous prend, c'est des immigrants qui parlent anglais, qui sont aptes à s'intégrer rapidement sur le marché du travail. Et là, c'est important de regarder c'est quoi les causes d'un tel échec. Il y a une étude qui est sortie il y a à peu près presque 2 ans maintenant de Thibaudin et Sabourin qui disait que la communauté anglophone avait 135 000 emplois dans la fonction publique, toutes les fonctions publiques au Québec, pairies publiques, parapubliques, municipales, provinciales, fédérales, ce qui représentait 6,150 milliards de revenus, 14% de tous les emplois de la fonction publique. Quand on compare avec ce que représente la communauté anglo-montréalaise, pas anglo-montréalaise, anglo-québécoise, qui constitue, elle, non pas 8%, mais 3,5% de la population, alors on peut dire que la communauté la minorité anglo-québécoise a 100 000 emplois en trop dans la fonction publique et qu'elle dispose de 4,6 milliards en trop en fait de salaire. La façon de mesurer c'est quoi la minorité anglophone, c'est assez important, c'est assez aussi, ça témoigne du malaise qu'il y a à nommer les choses. Dans la loi 101, initialement, on parlait de tout ce qui n'était pas francophone tout ce qui n'était pas francophone, finalement, était non francophone. C'était à partir de ça qu'on mesurait le droit à un statut bilingue. Ça a été corrigé par la suite. Tout ce qui était anglophone permettait d'accéder à un statut bilingue.
en fait, il n'y a pas de raison d'inclure parmi les anglophones les anglos nés à l'étranger, les anglos qui sont nés dans le reste du Canada. Ça, c'est la clause du Canada par rapport à la clause Québec. Les immigrants qui ont anglicisé leurs enfants, qui considèrent maintenant que ces enfants-là, c'est des jeunes anglophones. Et tous ceux qui sont passés du français à l'anglais, les allophones qui sont passés de leur langue à l'anglais. Quand on dit les anglophones, ce sont ceux qui sont nés au Québec, de parents nés au Canada. On parle d'une communauté de 250 000 personnes, 3,5 % de la population du Québec, 5 % à Montréal. Les quartiers les plus... là où il y a le plus d'anglo québécois, on parle de 30 %, 25 %. Ça n'a rien à voir avec le portrait qu'on a quand on utilise la langue parlée à la maison ou d'autres indicateurs, parce qu'il y en a qui utilisent d'autres indicateurs, comme la connaissance des langues. La connaissance des langues, tout simple. Là, on peut aller chercher jusqu'à 79, 80, 95 % d'anglophones quand on change d'indicateur. Bon, il me reste encore 2 minutes. Je vais juste, je vais juste évoquer une chose ou deux. Sur le plan politique, alors évidemment, la politique, c'est une question de nombre. Quand on parlait du référendum, on vient de rajouter 750 000 non-francophones. Il y en a une partie qui n'est pas venue, une partie qui est retournée. Il y a un remplacement des effectifs qui sont décédés. Il y a quand même une augmentation de la population non-francophone à travers ça. Ce qui est sûr, c'est que le nombre de circonscriptions suffisamment francophones pour permettre l'élection du Parti québécois, par exemple, a baissé. Il continue à diminuer à l'heure où on se parle. Ce qui est sûr, c'est qu'à Montréal, si on n'a pas 20 %, si on n'a pas au moins 80 % de francophones, le PQ ne passe pas. En dehors de Montréal, c'est 90 %. En bas de 4 %, ça, c'est dans les meilleures élections, les meilleures situations. En bas de ça, vous pouvez considérer, quand vous avez 85 % de francophones en dehors de Montréal, que c'est un comté anglophone, un comté libéral. Les non-francophones ont un impact important sur l'alternance, sur l'expression de la volonté des francophones. On a déjà renversé le vote référendaire en 1995. On a renversé le vote de 89 quand le Parti libéral a été reporté au pouvoir. Et ont permis à Jean Charest d'accéder au pouvoir en 2003, 2007, 2008, même si le Parti libéral était derrière le Parti québécois chez les francophones. Il y avait des tas de choses à dire, mais pour conclure, tout simplement, c'est on doit conserver la volonté, on doit conserver la générosité qui était à la base du discours de Godin. Parce que dans la mesure où on ouvre, on peut aller chercher le vote des immigrants et de leurs descendants qui sont francisés. On l'avait mesuré en 1995, il y avait 25 % des immigrants et de leurs descendants qui avaient voté pour le oui en 1995 pour le Parti québécois avant et après ces élections-là. Dans la mesure où ils étaient francisés, ils se comportaient comme les francophones. Alors, il faut continuer dans ce sens-là. Et je pense que la chose importante, c'est de garder l'espoir que les choses peuvent changer, puis qu'on peut battre le sentiment d'impuissance, le sentiment de cynisme qui est ressenti dans la population, en enchaînant, en se basant, en répondant aux vrais problèmes, en fait, des rapports entre les communautés au Québec. J'arrête, je pense que j'ai dit. Merci Pierre.